Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur l'excellence opérationnelle dans l'agroalimentaire. Je suis Philippe Maris, le directeur général et fondateur de Maris Consulting, basé à Paris. J'ai découvert en tout premier le Lean, comme on l'appelle aujourd'hui, en début de carrière. Et un peu plus tard, j'ai été recruté par Eliyahu Goldratt, l'auteur du But, et j'ai découvert la théorie des contraintes. Et grosso modo, depuis maintenant plus de 30 ans, je pratique la mise en œuvre d'un cocktail ou d'un mélange de la théorie des contraintes, le Lean, du bon sens et plein d'autres choses dans les industries. On est reconnu surtout pour des gens qui ne sont pas sectaires, c'est-à-dire qu'on mélange les idées quelle que soit leur source pour construire un bon système, des bonnes solutions pour nos clients selon leur typologie, leur culture, etc. J'ai écrit un livre qui est sur le mode d'emploi, de comment on met en œuvre le But de Eliyahu Goldratt. Si vous avez aimé le But, voici le mode d'emploi. Et puis, il paraît que ça s'entend pas trop. Je suis anglais, mais je me considère européen, donc je suis un peu déchiré là. Donc, je parle un peu français. Maris Consulting est peut-être assez difficile à cerner dans le sens où on s'amuse à travailler dans plein d'industries différentes, comme vous voyez là. Là-dedans, comme vous pouvez le voir, un certain nombre d'entreprises agroalimentaires. Je crois que c'est ça que les clients apprécient avec notre travail, c'est qu'on apporte une vue très transverse, très universelle entre guillemets à une problématique parce que on a justement cette expérience très large. Maris Consulting a été fondé il y a 20 ans avec une quinzaine de consultants. On a beaucoup de vidéos, je vais référer souvent aujourd'hui. C'est toute une source de complément d'information par rapport à ce que je vais annoncer. Et puis on fait des conférences et des webinaires comme celle-ci très régulièrement. En construisant ce webinaire, c'était pas facile de savoir comment s'y prendre dans le sens où j'ai quand même décidé d'aborder l'ensemble du secteur agroalimentaire avec un seul webinaire. Quand, bien entendu, vous le savez mieux que moi, c'est quand même assez différent selon qu'on est purement dans les produits frais. On est en train de faire des liquides avec des chaînes d'embouteillage. On est propriétaire de sa propre matière. Je suis propriétaire des pommes ou des pommes de terre et mon business, c'est d'essayer de maximiser la marge à partir de cette matière. Ça, c'est encore autre chose. Et puis, il y en a certaines qui sont aussi fortement influencées par les cours de la bourse, etc. Donc, j'essaye de faire un paquet de tout ça, mais bien évidemment, pas tout ce que je dirais s'applique à tous les participants aujourd'hui. Veuillez m'en excuser, j'essaye de faire un mélange de sujets. L'autre point, nous allons seulement parler de l'excellence opérationnelle aujourd'hui, comment vous produisez coût qualité délai, mais un gros tiers de notre activité chez Maris Consulting concerne le management de projet, en particulier le développement de nouveaux produits. Nous en faisons donc beaucoup, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais commencer par un cas concret qui mélange un certain nombre de solutions, qui montre bien le genre de choses qu'on fait. Et pour ceux qui nous découvrent, c'est probablement un des éléments de surprise, c'est que très souvent, nous arrivons à des résultats conséquents et très rapides, et ceci parce que nous utilisons la puissance de la focalisation de la théorie des contraintes, c'est-à-dire que, c'est la thèse de la théorie des contraintes, le travail n'est pas équitablement distribué dans une usine. Quelque part dans le système, il y a quelqu'un qui a tiré la courte paille, c'est la contrainte de capacité ou le goulot. Il faut trouver cette ressource ou cet atelier, et en travaillant sur la performance de ce goulot, vous allez pouvoir avoir un impact fort et rapide sur la performance de l'ensemble de l'usine. D'accord ? Donc voilà ce qu'on a fait. Là, c'est une entreprise dans laquelle on a fait un diagnostic. Dans ce diagnostic, on s'est rendu compte très rapidement, et d'ailleurs le client le savait, c'était pas une valeur ajoutée, je ne note pas, que l'atelier avec des autoclaves était à la contrainte de capacité, et en particulier lors du pic de fin d'année, c'est à cause de leur mix produit et ainsi de suite. Et donc, il a été décidé d'accroître la performance et les capacités de cette contrainte, puisque une heure de plus de performance d'autoclave dans cette période de pic de fin d'année générait une heure de chiffre d'affaires supplémentaire, n'est-ce pas? Donc, un diagnostic de cet atelier en 2 heures et élaboration avec les équipes sur place d'un plan d'action, au cas où des personnes ne connaîtraient pas, mais je pense que je parle déjà des spécialistes. Autoclave, c'est quoi? C'est une grosse cocotte minute, n'est-ce pas? Ici, c'est des autoclaves qui font, comme vous voyez, on peut quasiment rentrer dedans debout. À peu près 10 mètres de long, on peut mettre des paniers comme ça, avec plein de produits, dans celle-ci 5, qu'on glisse dans la machine, on ferme la porte, on fait cuire de l'eau à la vapeur, etc. pendant un certain temps, à une certaine température. Quand c'est fini, on sort les produits, la cuisson est faite. C'est le même principe qu'une grosse cocotte minute. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit le temps qu'il fallait entre la sortie du dernier panier et la fermeture de la porte sur le lot suivant, qui était plus de 20 minutes, 27, 23 minutes dans les essais qu'on avait fait avant, et on est arrivé à moins de 5 minutes. Donc en réduisant ces changements de série, on a fait quoi? C'est très proche de ce que vous voyez dans les changements de pneus d'une Formule 1, ce genre de choses. Standardisation des supports, c'est-à-dire que ces différents chariots là sur lesquels on mettait les paniers n'étaient pas tous exactement les mêmes parce que
les différents fours n'avaient pas exactement au centimètre près la même hauteur par rapport au sol, et donc il y en avait un qui était à 17 cm, il y en a un autre qui était à 19 cm, etc., etc. Donc chacun avait ses propres chariots. On a standardisé tout ça pour que ensuite les chariots, on pouvait mettre les paniers dessus et avoir un train de paniers comme ça qui rentrait et qui sortait en une fois des autoclaves. Auparavant, on perdait plein de temps en fin de compte avec un pont à prendre les paniers et les mettre sur un chariot et ensuite le glisser dans le chariot, etc., etc. Donc on a éliminé tout ça pour qu'on puisse juste glisser les produits déjà cuits, on les sortait et on glissait avec de nouveaux chariots les nouveaux paniers. Et tout ça en beaucoup moins de 5 minutes, là où ça prenait plus de 20 minutes auparavant. Pour y arriver, ils étaient initialement 2 opérateurs sur cette partie de l'usine. Pendant les changements de série, on a fait en sorte qu'ils soient 3, et ça c'était très simple, c'est simplement de demander à un collègue qui était juste dans l'atelier d'à côté de venir quand c'était nécessaire, donc c'est 5 minutes toutes les 2 heures à peu près. Ainsi, ils pouvaient travailler à plusieurs et aller beaucoup plus vite. Ensuite, il y avait d'autres petites astuces, juste au cas où ça vous réveille des idées. Sachez que ça a été la réaction du client suite à tout ça. On avait eu un plan d'action de 19 points, et les gens m'ont dit comment se fait-il qu'on a pu trouver autant de gisements d'amélioration sur cette machine qu'ils reconnaissaient déjà comme contrainte de capacité. Mais c'est presque toujours le cas, donc regardez s'il vous plaît de près vos contraintes de capacité pour voir à quel point vous les utilisez, parce que le point suivant, le non-remplissage des tiroirs du haut et du bas, dans ces paniers, il y avait des tiroirs avec des grilles en haut et en bas, pour différentes raisons. Ils n'utilisaient pas pour certains produits le tiroir du haut parce que ça touchait, ça débordait, le tiroir du bas parce qu'il y avait les pieds dans l'eau, etc. Bref, tout ça, ça a été revisité parce que il y avait des vieilles règles qui n'étaient plus d'actualité. Les problèmes de contact alimentaire dans le bas du panier, notamment, c'était une règle qui avait été inventée 5 ans auparavant, qui avait un sens pendant quelques mois à cette époque-là, mais qui n'était plus d'actualité. Mais voilà, ils continuaient, donc ils perdaient 2 sur 7 niveaux en ne remplissant pas complètement la machine. Et puis on a fait du travail de remise en état des autoclaves pour les poignées de porte. Les andons, là c'est les lumières qu'on a au-dessus pour montrer que la machine marche, elle marche pas, etc. Et on a rajouté un système qui permet de prévenir quand le changement de série approchait pour qu'ils puissent se préparer comme une équipe de Formule 1 et être là dès que le bip, la cuisson est terminée, hop, c'est parti. On commençait le changement. Autre point, autre dimension du problème, il y avait beaucoup de différentes recettes de cuisson, telle température pendant 27 minutes, telle autre pendant 35 minutes, etc., etc. Et le résultat, c'est qu'ils ne pouvaient pas toujours remplir complètement les autoclaves avec la même recette, et donc parfois ils faisaient tourner les autoclaves partiellement pleines, ou même moitié pleines, pour des recettes un peu rares. Donc il y a eu un travail conjoint avec la R&D et le marketing pour voir comment on pouvait réduire la diversité des recettes et ainsi éviter ce problème-là. Voilà. C'est les principales, il y avait 19 points en tout. Le plan d'action est en cours, mais ça accroît le débit par jour de plus de 30%. Voilà. C'est assez classique, je voulais souligner pour commencer que nous sommes des convaincus de l'importance de la théorie des contraintes, donc on a fait tout ça sur une machine. Cette machine, c'était la contrainte de capacité du dispositif, et de ce fait, ça a pu augmenter d'autant le chiffre d'affaires, puisque la contrainte de capacité veut dire que la demande est supérieure à ce que peut produire l'usine sur ces périodes de pic de manière notoire, et donc un fort impact sur la rentabilité de l'entreprise, n'est-ce pas? Je me permets de revenir sur une deuxième page avec le SMED, même si l'exemple que je viens de donner en était déjà un, mais il manquait quelque chose que on fait très souvent dans l'agroalimentaire et la pharmacie d'ailleurs, mais bon, c'est parce que c'est le même problème, c'est rendre les machines plus faciles à nettoyer. Quand on regarde le détail du temps passé à changer de série, quelles que soient les machines, pour assurer la sécurité alimentaire, il faut bien nettoyer les choses pour qu'il n'y ait pas de reste du lot précédent, et pour ça on nettoie de diverses manières, avec des brosses, des karchers, des machins, etc. Et on le fait bien, c'est pas de doute. Mais comment le rendre plus facile? Vraiment, excusez-moi, c'est vraiment très bête, mais le nombre de clients qui ont fortement amélioré leur dispositif avec ça, c'est pour ça que je me permets de le mentionner. Ça dépend de la facilité avec laquelle vous pouvez laver cette machine. Posez s'il vous plaît la question à ceux qui le font, qui l'ont fait depuis 10 ans là, et qui savent très bien les recoins qui sont difficiles, les problèmes qu'ils ont, l'éclairage qui n'est pas bon, les endroits où c'est difficile. Et bien sûr, j'ai appris un mot de français en préparant ce webinaire, les congés, c'est-à-dire l'arrondi qu'il y a dans un coin de les machines. C'est bien sûr beaucoup plus difficile de nettoyer un coin brut comme ça qu'un congé bien arrondi. Et puis les outillages, est-ce que les brosses sont les bonnes avec les bons manches? Est-ce qu'il y a des possibilités de brosses mécaniques, électriques, etc. Est-ce que le karcher qu'on utilise, il est exactement bien conçu pour le job, etc. On peut régulièrement, sans péjorer
la qualité du nettoyage. Au contraire, en l'améliorant simultanément, on peut réduire notoirement les temps de nettoyage des équipements. On le fait, on le refait très très souvent. Je répète, l'idée c'est pas du tout d'aller plus vite comme ça par précipitation, c'est au contraire de faire en meilleure qualité, plus de sécurité en améliorant le process. Et ceci pour beaucoup en demandant aux personnes qui le font qu'est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'on pourrait améliorer le système. Ils auront des dizaines d'idées, j'en suis sûr. Voilà. Les industries alimentaires, ils ont un gros avantage par rapport à d'autres industries, c'est qu'ils ne peuvent pas laisser traîner leurs encours pendant des mois pour des questions de sécurité alimentaire, de date limite de vente, etc. Donc, dans une industrie aéronautique, par exemple, on peut sans problème retrouver un lot de produits dans une usine qui n'a pas bougé depuis 6 mois, n'est-ce pas? On ne trouve pas ça dans le monde de l'agroalimentaire pour des raisons évidentes. Il y a déjà des réflexes culturels qui sont très bons sur faire circuler rapidement les produits du début du process à la fin. Moins de 24 heures probablement entre l'entrée et la sortie de la matière. Et ça, c'est super. C'est exactement comme ça que Toyota est devenu ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, en traquant la vitesse. Vous verrez tout à l'heure le cas de McDonald's, c'est pareil, la vitesse. Et c'est excellent d'avoir ça dans votre ADN. Vous savez que vous allez trouver moins de dysfonctionnement lié au fait que les gens se sont endormis sur leur niveau d'encours, leur niveau de stock, etc. Vous n'avez pas ce problème, c'est très bien. Ça pose néanmoins un petit souci pour ceux qui s'intéressent à la théorie des contraintes. Normalement, pour identifier une contrainte de capacité dans une usine, la façon la plus robuste de le faire, c'est de regarder les plus grosses files d'attente. Et quand on trouve une file d'attente de 15 jours à tel endroit, on sait que probablement c'est ça qui confirme qu'il y a un goulot juste après. Et ça, bien sûr, ça ne va être plus difficile à faire dans un environnement dans lequel on ne peut pas garder les encours pendant très longtemps. Donc ce sera un peu plus difficile. Regardez néanmoins la vidéo que je mentionne là en bas de page parce que il y a quand même beaucoup des règles de base s'appliquent. Je vous en donne juste 2. Méfiez-vous complètement de vos calculs. Il y a trop de variables et de problèmes de taille de batch et autres pour croire les chiffres, les TRS et ainsi de suite. Regardez sur le terrain, demandez aux opérateurs, aux chefs d'équipe, etc. C'est eux qui savent le mieux en général. Et puis faites attention que votre diagnostic est bien à jour, parce qu'un autre problème classique, c'est de parler de la situation de l'été dernier, quand en fin de compte, depuis le mix a changé et il y a peut-être un nouveau boulot qui est apparu ailleurs dans le système parce que vous faites plus de petits pois ou je ne sais quoi. Et puis, le post-scriptum tout en bas, attention à vos ateliers de conditionnement. Il se trouve que j'en ai vu 2 ou 3 récemment. C'était le cas, par exemple, dans un fabricant de chips. La production des chips, etc., tout ça allait très bien. Et à la fin, il y avait plusieurs lignes d'emballage, on met les chips dans les sachets, etc. On met les sachets dans des cartons, les cartons sur des palettes, etc. Le conditionnement à la fin. Du fait de demande de la part du marketing pour telle grande surface, il faut mettre un petit truc comme ça et un machin. Ils avaient rendu très difficile et complexe la création des emballages pour certains de leurs clients de grande distribution, et ça ralentissait complètement ces postes de conditionnement, au point où ça coinçait dans l'usine. Donc, bien sûr, il faut écouter et adapter les emballages et les particularités qu'ils vont demander, mais faites attention à ce que ça ne péjore pas la performance de l'usine. Assurez-vous qu'il y a bien un travail sans silo entre le marketing, les ventes et la production, en demandant notamment aux personnes qui prennent toutes ces décisions d'aller régulièrement voir qu'est-ce qui se passe dans la chaîne de conditionnement pour comprendre les particularités. Ça a l'air de rien de dire de rajouter un petit carton comme ça de cette forme-là, mais ça peut parfois réduire de moitié la cadence sur une ligne. Et ça peut faire mal, et c'est le pire endroit pour avoir une contrainte de capacité dans un dispositif, parce que tout le reste se coince et on a du mal à contrôler les flux quand c'est la dernière opération qui boule. Alors, l'industrie agroalimentaire est en général ce qu'on appelle une usine de type V. Vous ne connaissez peut-être pas cette manière de parler parce qu'elle est relativement peu usitée. Ça vient de la théorie des contraintes qui identifie 3 types d'usines, les usines en V, les usines en A et les usines en T. Les A et T, c'est plutôt manufacturier et assemblage. Les usines en V sont les plus vieilles historiquement, ça peut être de l'acier, du papier, du lait et bien sûr de l'agroalimentaire. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de différentes matières premières entrantes, du bœuf, du poulet, du je ne sais quoi, mais il y a une énorme diversité de produits finis et donc d'où la forme en V. Avec quelques différentes matières premières, on fait une vaste gamme de produits finis. C'est le cas de la plupart des industries agroalimentaires. Mais ça pose des soucis parce que ça veut dire que ce qu'on peut faire ou pas faire est différent. Et il y en a 2 qui vont devenir difficiles dans un tel environnement et qui sont pourtant très utilisés, ou en tout cas les cibles de beaucoup d'industries manufacturières. L'une, ce sont les flux tirés de type Kanban. Je ne travaillerai que en fonction de la demande du poste en aval, mais quand en fin de compte on décompose une matière pour en faire plusieurs différents morceaux, cette logique-là de travailler en fonction de l'aval
va être difficilement réalisable, c'est une chose. Et deux, très souvent, on l'a vu tout à l'heure avec les autoclaves, très souvent, il y a des opérations où on travaille par lot de cuisson, par exemple, ou de mélange. Donc, on va pas pouvoir faire le one piece flow. Le one piece flow, c'est qu'on fait une unité après l'autre et on évite des grandes séries. Mais ça aussi, ça va être difficile dans une grande partie des industriels agroalimentaires. Donc, méfiez-vous. Les idées recherchées derrière sont bonnes, mais il y aura des fortes contraintes sur votre capacité à mettre en œuvre certaines de ces idées selon la typologie industrielle. Enfin, classique, bien sûr, mais affronter ça, parler de ça clairement, parce que c'est important de pouvoir faire un flux tiré, parce que c'est ça qui permet d'avoir une situation très fluide, mais dans certains cas, ça sera impossible. Bien sûr, ceux qui sont propriétaires de leur matière, que ce soit la pomme ou la pomme de terre, n'est-ce pas? Le jeu consiste à essayer de maximiser la rentabilité ou la valeur apportée par la matière première entrante. Elle arrive, quelle que soit la demande du marché, etc. Donc, dans ces cas-là, on a un système qui va jusqu'à toucher au mix produit, etc., qui est assez particulier parce que la matière, elle rentre, c'est pas un flux tiré, c'est un flux poussé structurellement par nature. Autre point, excusez-moi pour tous ceux qui trouvent ça tellement évident, mais c'est particulier, ce que vous vivez est particulier et il faut le traiter comme tel, c'est le rendement de matière. C'est pas le cas de tous l'agroalimentaire, mais il y en a quand même beaucoup où c'est un facteur clé, où c'est déterminant sur la rentabilité. Si je jette X% de ma matière, ça va faire mal au bilan. Et bien entendu, c'est difficile à maîtriser parce que c'est une matière entrante vivante, variable, etc. Et donc, il est difficile d'établir des standards. Là, je vais avoir une perte technique, une perte inéluctable de 7%, soit. Mais ça, c'est pour une certaine qualité de matière, avec un certain niveau de gras ou je ne sais quoi dans la matière. Et ça va varier en fonction des différentes arrivées. Il faudra gérer tout ça. C'est pas quelque chose qu'on trouve partout, en fait. Et donc, il faut s'y habituer et faire en sorte que tout ça est bien géré, donc c'est quoi? Il est considéré comme un rendement normal pour tel type de produit, et l'ajuster intelligemment en fonction de ce qui est vraiment entré, est-ce que la matière était de meilleure qualité ou moins bonne que le standard, pour savoir quand on mesure ce qui a réellement été jeté, est-ce que c'était acceptable, est-ce que c'était effectivement uniquement la faute à la matière entrante, ou est-ce que c'est parce qu'on a mal exécuté la transformation. Et ça, il faut y passer du temps dans les réunions, dans les analyses, etc. Ni trop, ni pas assez. Je me permets de dire cette chose très simpliste et évidente, mais j'ai vu les deux. Il y a des gens qui parlent que de ça, presque, au détriment de tout le reste, de la panne machine, etc. Et d'autres qui n'en parlent pas assez, c'est-à-dire qui vont s'énerver sur 1% de TRS, tout en sans se rendre compte que parce qu'ils avaient pressurisé les gens sur les taux d'activité, les TRS des machines, taux de rendement synthétique, les gens se précipitaient à démarrer les machines sans bien les régler et donc augmenter l'hypermatière. Voilà. Donc il y a un équilibre là qui est à trouver. Il n'y a pas de solution miracle, mais je souligne qu'il faut que, aux différents niveaux hiérarchiques, depuis le stand-up dans les ateliers, en début de poste, etc., jusqu'aux réunions d'analyse sur la semaine et ainsi de suite, il faut qu'il y ait des bonnes discussions honnêtes, sans culpabiliser, etc., sur qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent là-dedans. La saisonnalité. La saisonnalité de la demande peut varier énormément, là, des cas de chocolat, est-ce que j'ai mis, ah oui, de la glace. Bien sûr, vous le savez, mais est-ce que vous le faites bien? Faites attention. Il faut pour ça normalement avoir un système de prévision pour prévoir les charges sur les outils plusieurs mois à l'avance pour s'y préparer. Et ça, malheureusement, on remarque très souvent qu'ils ne sont pas très robustes, pas très bien faits. Et c'est pourtant nécessaire pour savoir en fonction de la météo, en fonction de je ne sais quoi d'autre, si le pic va être très fort ou pas fort. Et ça, vos commerciaux vont pouvoir alimenter avec des prévisions qui valent ce qu'ils valent, mais qui peuvent vous dire si ça va être plus fort ou moins fort que l'année dernière, etc. pour s'y préparer. Pour s'y préparer, il faut aller chercher les intérimaires et ainsi de suite, et s'apprêter à les intégrer, pas au dernier moment pour pouvoir les former, etc. Et probablement avoir des systèmes de plusieurs distributions des rôles, c'est-à-dire qu'on a une équipe hors saison, une équipe saison, avec des intérimaires en plus, les rôles sont clairs, et tout ça est bien organisé, c'est pas une improvisation de dernière minute. Je me permets de parler de ça en soulignant, car ces variabilités, ce manque de visibilité, etc., c'est des choses qui vont certainement croître d'année en année. C'est de plus en plus chaotique ou difficile à prévoir, on est d'accord, mais ça ne sera juste pire d'année en année. Donc il faut s'y habituer, il faut être aussi professionnel dans cette gestion-là que possible, parce que beaucoup trop souvent, on voit quand même des gens qui jettent une quantité non négligeable de produits et donc d'argent après un pic parce qu'ils ont mal collé à la demande. Donc faites attention. Si vous n'avez pas les bons outils et les bonnes organisations pour ça, ça va vous coûter cher. Pour terminer, en vrac, je le dis à beaucoup de mes clients, mais donc il faut que pas seulement le management, les fonctions support, etc., jusqu'aux achats, aux RH, etc., soient régulièrement sur le terrain auprès des machines pour bien comprendre leur société. Et c'est vrai que les contraintes vestimentaires et autres font que on peut être tenté d'être moins souvent sur le terrain
que dans d'autres industries. Faites un effort s'il vous plaît, car c'est une des conditions clés. Toutes les meilleures entreprises de production, toutes les meilleures usines du monde sont pareilles. Il y a beaucoup des dirigeants, quelle que soit leur fonction, les achats compris, les finances et ainsi de suite, qui vont dans l'atelier pour garder un contact avec ce qui se passe sur le terrain. Attention, rêve de logiciels d'ordonnancement qui pourraient optimiser tout ça. Oui, il y a plein de contraintes, de cuves, de tuyaux, de batchs, de lots, de recettes, etc. Et on pourrait imaginer qu'un logiciel permettrait d'ordonner tout ça. J'en sais quelque chose puisque moi j'ai commencé à en vendre il y a bien longtemps, puisque Elie Goldratt a commencé par vendre un logiciel d'ordonnancement à capacité finie, donc je connais un peu le sujet, mais en réalité c'est un rêve que vous n'arriverez pas à la fin à quelque chose où on appuie sur un bouton et l'ordonnancement est parfait. Il y aura toujours pas mal de jus de cervelle pour essayer d'optimiser tout ça. Petite remarque d'actualité, puisque quand il a fait chaud là à 40 degrés, j'étais justement dans l'agroalimentaire. Beaucoup de mes clients ont été à la limite, voire un tout petit peu au-delà dans les températures. Et faites attention parce que c'est juste le new normal. Et donc assurez-vous que toute votre chaîne, votre matière première, vos ateliers dans l'usine, les camions frigorifiques, les armoires de distribution, etc., tout le système soit capable de tenir dans des températures très élevées, désormais normales. Facile à dire, mais 40 degrés aurait dû, j'espère, mettre en exergue les endroits où vous étiez fragile. Méfiez-vous aussi des problèmes d'assumer les bonnes capacités, que ce soit les quelques métiers dans lesquels on a des problèmes à trouver les profils adéquats en qualité, en maintenance, en ERP ou logiciel de gestion GPO, etc., dans le pilotage de la supply chain. Et je dis tout ça sachant que pour moi, certains d'entre vous, en tout cas, ont des complexes d'infériorité. Vous dites, mais il n'y a personne qui veut venir travailler dans l'agroalimentaire, ils préfèrent aller ailleurs, etc. Mais heureusement pour ceux de l'agroalimentaire, j'ai été ces dernières années plus en plus souvent dans une entreprise d'agroalimentaire, mais de l'usine d'à côté, qui était par exemple l'automobile, a fermé. Ça donne des opportunités de recrutement de personnes sur des fonctions comme celle-là. Et faites le travail qu'il faut pour les attirer. Ils ont trop un complexe d'infériorité. Ils pensent que personne ne va aller travailler dans ce secteur. Et moi qui ai vu beaucoup de différentes industries, moi je crois que c'est exagéré. Il y a des forces et des faiblesses dans tous les métiers, et je pense que trop souvent dans l'agroalimentaire, les gens voient que les inconvénients et les faiblesses, et pourtant il y a beaucoup de qualité, de charme et d'attractivité dans ces usines-là. J'en ai fini, juste un lien vers une vidéo, mais qui est en anglais, c'est pour ça que je l'ai pas mis, de Spiros Bonatzos, qui décrit une histoire en une demi-heure de comment il a triplé la production de halloumi cheese à Chypre, le leader mondial de la production de halloumi, je ne me rappelle plus combien de tonnes, enfin beaucoup. Vous pouvez regarder ça, c'est très amusant en plus, sur notre chaîne YouTube qui a 500 vidéos, je le souligne à nouveau. Petit cas de McDonald's, pour ceux qui ne savent pas, ça a été un de nos clients un peu iconique, en tout cas bien connu. McDonald's est passé du make to stock to make to order avec le programme Made for You, c'est-à-dire que les hamburgers par exemple sont maintenant assemblés à la commande client, et donc tout ce système avait perturbé la vitesse de service et la rentabilité de McDonald's quand ça a été mis en place en France, et on les a aidés à adapter le système pour cela. On a donc fait un diagnostic d'un restaurant, puis 8, etc. Puis tout ça a été déployé sur 1500 restaurants en France, 50 000 personnes, etc. Je vous en donne juste des petits bouts. Vous voyez qu'il y a plein de vidéos par McDonald's qui décrit l'histoire si vous voulez en savoir plus. Est-ce que c'est de l'agroalimentaire? Je ne sais pas, mais c'est juste que beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce que vous allez parler de McDo, donc voilà, je le fais très vite. Le truc le plus iconique, c'est que, et vous pouvez, genre, regardant par-dessus les épaules des personnes dans les restaurants, voir s'ils ont été impactés encore, c'est que le plateau est utilisé dès la cuisine parce que, en fin de compte, le problème, c'était un problème de flux, bien entendu, qui était qu'il y avait plein de manquants, on avait du mal à regrouper les différents éléments d'une commande, d'une famille, le cheeseburger, le hamburger, la boisson, etc. Et donc, c'était la cacophonie. On s'est assuré que les gens travaillaient à la commande dès la cuisine et évitaient les optimums locaux. Ah, j'ai 3 nuggets pour 3 commandes différentes, je vais faire les 3 nuggets d'un coup, je vais faire un optimum local. Ah non, ça désynchronise, etc. Donc on a fait ça, et puis on a fait en sorte que la cuisine tire le flux pour démarrer une nouvelle commande. Auparavant, McDonald's avait au niveau mondial un compteur qui comptait le nombre de secondes entre le moment où le client avait commandé et le moment où la cuisine commençait à s'en occuper. L'idée étant que plus vite la cuisine prend en compte une commande, plus vite la commande sera réalisée. C'est faux, il fallait attendre que la cuisine soit prête à travailler dessus. Et c'est donc la cuisine qui tirait les nouvelles commandes dans le système pour éviter que ça déborde de partout, ça devienne ingérable et beaucoup de confusion. Meilleur ordonnancement des cuissons des viandes en particulier, des protéines.
C'était le goulot du flux, donc là on a dû retravailler comment on ordonnance et le respect des ordonnancements, etc. Et enfin, une refonte des KPI. Il y en a un qui peut faire sourire, peut-être parce que c'est à la fois évident que plein de gens l'utilisent et c'est juste pas bon. Ils avaient comme objectif le chiffre d'affaires journalier. Dites-moi comment les opérateurs peuvent influer sur le chiffre d'affaires journalier dans un restaurant McDo. Ce n'est pas le cas. Il y a plein de choses qui contribuent à ça. Est-ce que les clients sont venus manger là ou pas, par exemple? Et c'est pas la performance des opérationnels qui va déterminer le chiffre d'affaires. Les gens, ils sont là, ils vont manger. Voilà. Ça a eu un fort impact. Réduction des durées de service de quasiment de moitié. Déchets matières divisé par 5. Productivité augmentée très fortement, etc. Voilà. Regardez toutes les vidéos qui existent sur ce sujet-là. Les remarques universelles pour l'excellence opérationnelle. Les environnements de travail à la chaîne, comme on voit dans plusieurs endroits de l'agroalimentaire, sont assez particuliers parce que c'est plus difficile de faire en sorte que les gens aient du temps pour faire des améliorations de la performance, n'est-ce pas? On retrouve ça aussi dans, par exemple, une chaîne d'assemblage automobile, le cas de Toyota Oona. Mais dans ce cas-là, regardez tous les efforts que font des gens comme Toyota pour faire en sorte que, malgré cette contrainte-là, et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler parce qu'ils sont sur une chaîne, ils font en sorte que ces gens-là puissent contribuer au processus d'amélioration continue en leur donnant une heure par-ci, une rotation, une semaine par-là. On leur donne l'occasion de contribuer au processus d'amélioration. C'est eux, la frontline, les gens qui font le travail, qui ont probablement les meilleures idées sur comment améliorer le processus, mais ils sont bien sûr enchaînés à leur machine. Donc vous trouvez un moyen de les déchaîner pour qu'ils puissent contribuer au processus d'amélioration. Autonomation, ce n'est pas une faute de frappe. Comment rendre plus autonome une machine? Si on rend plus autonome une machine, c'est quelque chose que je dis à beaucoup de mes clients, quelle que soit l'industrie. Ça vient de Toyota, mais ça a un peu été oublié dans les reprises de par le monde. Faire en sorte qu'une machine devienne plus autonome, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter si elle a un problème, si elle va s'arrêter si elle n'a plus de matière, elle va s'arrêter s'il y a un quelconque souci. Ce qui veut dire qu'une personne peut ensuite surveiller plus d'une machine, ce qui aura un fort impact sur la rentabilité de l'entreprise. Je le dis à beaucoup de mes clients, c'est très important parce que ça permet de mieux utiliser sa main-d'œuvre. La maintenance, je le dis à tout le monde en France, toutes les usines. Pourquoi? Parce que la maintenance, il faut des gens avec des fortes compétences techniques, assez transverses, électriques, électroniques, etc. Ils vont travailler sur le terrain, donc pas le télétravail, les contraintes d'astreinte, d'être appelé le week-end, travailler de nuit. Il faut pourtant être très bon à la résolution de problèmes. J'analyse le problème, c'est quoi la cause profonde, etc. Je le résous et ainsi de suite. C'est pas n'importe quoi tout ça. Et on a de plus en plus de mal à trouver ces gens-là et faire en sorte qu'ils restent. Faites très attention si l'erreur que ne font pas les meilleurs, qui est de sous-traiter une grande partie de votre maintenance à des sociétés prestataires extérieures. Fallait pas. Si c'est le cas, faites marche arrière et réintégrez tout ça. Aucune des meilleures entreprises du monde a fait ça. C'est trop important. Et donc, gardez-le en interne, etc. Les clés, c'est bien sûr avoir les bonnes personnes et bien répartir les rôles entre la production et la maintenance. Par exemple, autour des réglages des machines, où souvent, on demande à la maintenance de le faire quand la production pourrait parfaitement le faire. Voilà. Il y a des compétences difficiles à recruter dans d'autres secteurs. Les soudeurs, par exemple, que ce soit du nucléaire, du spatial ou de l'aéronautique, c'est très difficile. Des mécaniciens qualifiés dans l'entretien aéronautique, des contrôleurs non destructifs, il en manque beaucoup. Et ça impacte aussi l'agroalimentaire. Je prends juste un cas que j'ai connu de près. Pas toujours facile de trouver la bonne quantité de bouchers dans les industries agroalimentaires. Okay. Les solutions, c'est quoi? Utiliser la théorie des contraintes pour, si c'est devenu les contraintes de capacité, j'en ai pas assez, pour permettre de les utiliser au mieux dans un environnement classique de la théorie des contraintes, en asservissant le reste du dispositif à ces ressources rares. Et enfin, assurez-vous que vous avez bien mis toute votre attention managériale sur le processus de recrutement. Vous n'êtes pas là juste à pleurer en disant « Ah, c'est difficile de recruter ». Mais est-ce que vous recrutez aussi bien que possible? Est-ce que vous faites un bon marketing, du bruit? Est-ce que vous avez assez de candidats? Est-ce que ces ressources rares viennent chez vous parce que vous les avez attirés comme il faut? Les contraintes en amont, il y en a dans beaucoup d'industries, ce n'est pas que l'agroalimentaire. J'insiste dessus parce que je crois que les gens n'ont pas encore intégré le fait que ça va arriver de plus en plus souvent et qu'il faut s'adapter et faire en sorte que ça puisse être géré sans que ça soit trop perturbant. Trop souvent, je vois des choses où, parce qu'il y a des décisions importantes à prendre, du genre là en ce moment avec le prix du bœuf, à la surenchère sur les prix. Les décisions pour payer beaucoup plus cher le bœuf remontent à la direction. Soit pour certaines décisions à fort enjeu, il faut que ça soit fait, mais il faut essayer de mettre en place des règles qui est autonomie de prise de décision à tel pourcent, tel chiffre d'affaires, etc. plus bas dans le système. Sinon, vos patrons, ils vont passer tout leur temps à gérer ça. Ils n'auront plus assez de temps pour s'occuper de tout le reste des défis, de préparer le moyen long terme et l'avenir de l'entreprise. Donc, faites attention, ça va arriver de plus en plus souvent. Et il faut faire en sorte que le dispositif qui gère tout ça soit beaucoup plus robuste. L'idée étant de faire en sorte que ça puisse être
mieux intégré comme du business as normal et pas quelque chose d'exceptionnel, parce que l'exceptionnel va durer, probablement. Je conclus. Est-ce que vos opérateurs et opératrices, vous le faisiez en sorte qu'ils puissent contribuer suffisamment aux actions d'amélioration de la performance? C'est eux qui savent le mieux qu'est-ce qu'il faut améliorer dans vos processus. Est-ce que vous leur trouvez le temps pour qu'ils puissent y contribuer ou pas? En particulier ceux qui sont à la chaîne ou qui sont continuellement sollicités de nuit, etc. Assurez-vous que vous utilisez ces gens-là parce que c'est eux qui ont les meilleures idées pour vous faire progresser fortement. Les classiques de la théorie des contraintes, identifiez vos boulots et focalisez vos actions sur eux. C'est ce que j'ai présenté dans le premier slide. Attention aux TRS parce qu'ils sont améliorables quand même. Ayant travaillé dans beaucoup d'autres industries, je vois les TRS et je vois que ça peut probablement être amélioré assez fortement. Les changements de série, excusez-moi de radoter, mais c'est souvent 20% de perdu quand ça pourrait être seulement 5%, 15% d'augmentation de performance assez accessible. Et puis, regardez comment vous faites votre maintenance, elle doit être renforcée et redistribuer les rôles entre la production et la maintenance sur qui s'occupe des réglages ou des ajustements de réglages en production, parce que trop souvent, on appelle la maintenance et ça se discute. Les rendements matière sont très importants et améliorables, en tout cas nous on trouve qu'ils peuvent être améliorés. Négligez pas l'autonomation, j'en ai parlé tout à l'heure. Je conclurai avec cette note, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour l'agroalimentaire, moins bonne pour les autres. L'évolution du contexte économique et industriel en France fait que l'industrie agroalimentaire souffre quand même moins. Je sais que vous souffrez beaucoup, mais vous souffrez moins que certains qui sont attaqués de plein fouet par des produits chinois par exemple, à un tiers du prix des leurs. Et donc vous avez une position renforcée, une visibilité renforcée, et donc battez-vous pour en profiter pour devenir plus puissant dans votre géographie. Voilà, j'en ai fini. Pour conclure, vous pouvez, si ça vous a intéressé, participer à nos formations, une journée de formation sur ces sujets-là. Si vous préférez, The English, because I'm English, don't forget, il y a tout ça en anglais, en ligne, etc. Si vous serez intéressé par voir notre point de vue sur votre usine, on fait régulièrement des diagnostics de 2 jours, c'est très rapide, ça impressionne en général sur qu'est-ce qu'on a pu voir si rapidement dans une usine. Après 2 jours, on fait un diagnostic des forces et faiblesses et un plan d'action d'amélioration. Regardez tous les témoignages de nos clients sur ce sujet, ça étonne, parce qu'avec tout ce qu'on a vu de par le monde, on arrive à faire des remarques très incisives en très peu de temps sur les usines. Vous pouvez booster votre excellence opérationnelle, on a essayé de vous donner quelques clés de comment faire cela dans l'industrie agroalimentaire. Merci, bonne journée.